Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Alors, on va laisser tout le monde arriver. Bonsoir Sandrine. Ça y est, il est 20h pile. Donc on va pouvoir commencer. Donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est un stream un peu spécial puisque j'ai décidé de vous parler de mes lectures du mois de janvier. Donc voilà, parce que une de mes résolutions 2026, c'est de lire un peu plus. Donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit tour d'horizon tous les mois de ce que je lis, de ce que vous aussi vous lisez, si ça vous arrive de lire. Voilà, pour un petit peu s'échanger des coups de cœur en termes de lecture. Bon, alors ce mois-ci, j'ai lu 8 livres, mais j'ai décidé de vous en parler que de 7. Parce que le 8e, il est un peu particulier, je le trouve moins... Enfin, disons qu'il est accessible, mais j'ai peur en plus que ça fasse beaucoup déjà dans un seul live d'1 heure. Déjà que je me dis qu'il va falloir que je reste courte pour chaque livre. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà. Donc le premier livre que j'ai lu en janvier, hop là, je le sors comme par magie, c'est le dernier Maxime Chatham, 8,2 secondes. Donc voilà, si vous êtes familier avec Maxime Chatham, vous savez que c'est un roman, que c'est dans le style policier thriller. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous faire une critique qui spoil. Donc je vais d'abord commencer par le truc tout simple, c'est de vous lire la 4e de couverture, tout simplement. 8,2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux. C'est aussi le temps qu'il faut pour mourir. Entre New York et les grands lacs de la frontière canadienne, Maxime Chatham nous entraîne dans un suspense hitchcockien impossible à lâcher. Voilà, donc dans ce roman, donc on a 2 personnages principaux qui vont, en fait, qui de prime abord traversent une épreuve qui n'augure rien pour les rapprocher, qui ferait que, en fait, les personnages vivent leur vie. Mais en fait, on va se rendre compte à un moment de l'histoire que les deux vont devoir se rencontrer et vivre des histoires ensemble. Enfin, vivre quelque chose ensemble. Mais je vous dis pas quoi parce que sinon ça va vous spoiler le propos du livre. Je sais pas si vous êtes un peu familier avec l'œuvre de Maxime Chatham. Personnellement, c'est le 2e que je lis de sa bibliographie. Le premier que j'ai lu de lui, c'est La Constance du Prédateur. Donc vous, je sais pas de votre côté si vous en avez déjà lu ou pas. En tout cas, celui-là, je l'ai lu en 3 jours, il me semble. Donc vraiment, j'ai eu du mal... je me suis surpris moi-même parce que d'habitude, les thrillers et les policiers, c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà, je me suis dit... en fait, on me l'a offert à Noël. Et du coup... voilà, je me suis dit c'est l'occasion de me replonger dans du Chatham. Et du coup, je peux vous dire que j'en ai lu la plupart, mais pas celui-ci. En même temps, Sandrine, il est sorti, je crois il est sorti cette année, ou l'année dernière. Non, je crois que c'est cette année. Il vient juste de sortir. Donc voilà, c'est possible que tu l'aies pas encore lu, du coup. Voilà, donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de vous donner une note sur 5. Quoique, c'est peut-être pas... Oh si, quoique dans les applications de lecture comme Babelio, c'est ce qu'ils font, ils mettent des étoiles. Donc moi, je pense que j'ai mis 5 étoiles. Parce que vraiment, le suspense de ce livre, il est sympa. Moi, personnellement, j'ai eu du mal... dès que j'étais dedans, j'ai eu du mal à lâcher et revenir à la vraie vie, comme on dit.
Voilà, donc c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Après, alors qu'est-ce que j'ai lu? J'ai mis dans l'ordre pourtant, mais bon, cela dit, on s'en fiche un peu de l'ordre, mais... Ah, j'ai lu aussi, c'est le dernier... Bonjour les parents, comment ça va? J'ai lu, c'est le dernier livre que j'ai lu en janvier, c'est un classique, c'est Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Donc c'est un classique du théâtre contemporain, je ne sais pas si vous connaissez un peu. En premier lieu, moi j'ai vu le film avec Marlon Brando, qui est sorti dans les années 50. D'ailleurs, la pièce est sortie en 1947. Donc voilà, ça a suivi en fait la création de la pièce, de l'adapter au cinéma. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de cette pièce, c'est en fait ça se passe à la Nouvelle-Orléans, chez Stella et comment il s'appelle déjà Stanley. Chez Stella et Stanley, ah, c'est pas facile à dire ça. Qui en fait reçoivent la sœur de Stella, Blanche, qui arrive chez eux et qui a besoin qu'on l'héberge pendant quelques jours. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, ils l'hébergent pendant quelques jours. Mais en fait, on se rend compte que Blanche, elle a eu des problèmes qui ont fait qu'en fait, elle a plus de toit sur la tête. Et du coup, voilà, elle sait plus du tout où aller. Et en fait, au début, elle leur donne une justification tout à fait plausible. Donc voilà, vraiment des soucis banals qui expliquent qu'elle ait plus de toit sur la tête. Mais en fait, en fouillant, Stanley il va se rendre compte de la vérité. Et du coup, en fait, ça va faire en sorte que ces personnages vont devoir jouer carte sur table, comme on dit. Donc je sais pas si vous êtes familier pareil avec l'œuvre de Tennessee Williams et avec le théâtre en général. Je sais pas si vous connaissez un peu. Moi, Tennessee Williams, c'est vrai que je suis plus familière avec sa poésie qu'avec son théâtre. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'un tramway nommé Désir, c'est quand même la base de chez bas, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que quand on parle de Tennessee Williams, hop là, quand on parle de Tennessee Williams, c'est souvent ce titre-là qui revient. Voilà. D'ailleurs, mon édition, elle a vécu. Hein. Il y a des pages qui se déchirent toutes seules, mais bref, passons. Voilà, donc après... côté notes, j'ai eu un peu plus de mal à le lire, parce que le théâtre, j'ai toujours un peu plus de mal, parce que pour moi, le théâtre, ça se découvre sur scène et pas en lecture. J'ai toujours eu un peu plus de mal avec le théâtre qu'on lit. Mais je crois que j'ai mis 4 jours à le lire. Mais c'est pareil, ça se lit vite. Hein, là, celui-là, il a je crois qu'il a une 260 pages à peu près. Tu peux en dire plus? Ah sur quoi? Sur l'histoire? Sur l'histoire de la pièce, tu veux dire? Oh, bah après, oui, sur l'histoire de la pièce, donc les deux sœurs, donc elles sont obligées de cohabiter avec le compagnon de Stella, qui est en fait, il se révèle que c'est quelqu'un de violent et de manipulateur. Et du coup, ça va faire que les personnages vont être en tension permanente. Et du coup, il va y avoir des on-dit et des tensions et des secrets de famille qui vont être révélés. Et du coup, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle un tramway nommé Désir? C'est parce que en fait, dans la pièce, Stella et Stanley habitent dans un quartier qui s'appelle le quartier Désir, et on y accède par un tramway, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un tramway nommé Désir. Et donc après, pardon, c'est vrai que le succès de la pièce s'est plutôt fait avec l'adaptation avec Marlon Brando, qui est sorti
dans les années 50 et qui a fait le succès d'ailleurs enfin un des succès de Marlon Brando, parce que Marlon Brando, il n'a pas qu'un seul succès à son actif. Mais voilà, ça a participé aussi à son image de beau gosse hollywoodien, on va dire. Donc après, concernant ce livre-là, comme je vous disais, il est vraiment rapide à lire. Côté notes, même si j'aime pas trop mettre des notes, mais je crois que je lui ai mis 4 étoiles sur Babelio. D'ailleurs, si ça vous intéresse de me suivre sur Babelio, il s'appelle De la Teta, donc DELATETEA, j'ai du mal. Mais voilà, si vous voulez me suivre sur Babelio et suivre un petit peu mes lectures et les critiques que je fais sur Babelio, voilà, c'est De la Teta, un peu comme mon Twitch, tout simplement. Donc ensuite, les prochains livres que j'ai lus en janvier, c'est une trilogie. Hop, que je prends là comme ça. Bon, je vais vous les montrer vite fait, mais c'est pas simple à montrer à la caméra. Tu utilises des liseuses. Alors, je fais partie des deux camps. Il y a certains livres que j'ai en papier et certains livres que j'ai en liseuse. Mais oui, je fais les deux. Parce que je trouve que la liseuse, c'est plus pratique pour l'emmener partout. Quand on a, je sais pas, par exemple dans les transports ou quoi. Je trouve ça plus pratique que d'emmener la grosse brique de 500 pages ou autre. Voilà, donc après, je sais pas, vous, si vous êtes team livre papier ou team liseuse. Bon, après, quand je peux, j'évite quand même la liseuse. Parce que c'est vrai que le papier, quand même, ça garde son charme. Donc ensuite, les prochains livres que j'ai lus, donc c'est une trilogie, comme je vous disais. Et c'est la trilogie qui s'appelle Les Darcy Gentlemen. Hop, donc c'est de Pamela Hayden. Je connais un site qui permet d'avoir n'importe quel livre gratuitement. Ah bon, elle est marrant. Ah bon. Aurais-tu des tuyaux à nous partager? Après, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai que pour la culture, quand même, moi personnellement, j'évite de passer par des sites un peu frauduleux. Mais après, si t'as le tuyau à partager, les parents n'hésitent pas, hein. Donc, je vous disais, les Darcy Gentlemen partagent. Bah oui, tu vois, Sandrine est d'accord avec moi. Donc, après, pourquoi pas. Donc, comme je vous disais, les Darcy Gentlemen de Pamela Hayden, ils sont sortis dans les années 2010. Et en fait, c'est une réécriture de l'œuvre de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je pense que oui, parce que c'est un classique de la littérature anglaise. Mais du coup, c'est une réécriture de ces livres-là, mais réécrit du point de vue de Monsieur Darcy. Donc, dans l'œuvre de Jane Austen, on a le point de vue de Elizabeth Bennet, mais du coup, on reprend toute l'histoire d'Orgueil et préjugés, mais racontée du point de vue de Monsieur Darcy. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est que, vu le film, ah oui, c'est vrai qu'il y a des bons films Orgueil et préjugés. Je sais qu'il y en a un de 2005 avec comment elle s'appelle déjà, celle qui joue dans Pirates des Caraïbes là. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave, ça va me revenir. Mais bref, vous voyez de qui je parle, je suis sûre. Sinon, il y a aussi une série télévisée de la BBC qui est sortie par contre dans les années 90 et qui a rendu célèbre l'acteur qui joue Monsieur Darcy. C'est Colin Firth, je sais pas comment ça se dit, mais c'est lui aussi qui jouait dans les Bridget Jones. Et d'ailleurs, dans les Bridget Jones, Bridget Jones, c'est aussi une réécriture moderne d'Orgueil et préjugés, dans laquelle le personnage s'appelle aussi Darcy, sauf qu'il s'appelle Mark Darcy cette fois. Ma connexion s'est coupée, on disait quoi? Ah, alors, oui, je parlais de Darcy Gentleman, qui était une réécriture de Orgueil et préjugés de Jane Austen.
Et je parlais de Jane Austen et de toutes les et du succès d'Orgueil et Préjugés qui a beaucoup été réécrit, et notamment Bridget Jones, qui est aussi une réécriture moderne d'Orgueil et Préjugés, puisque dans Bridget Jones, on a un personnage qui s'appelle Darcy, comme dans Orgueil et Préjugés. Mais voilà, donc si vous voulez redécouvrir Orgueil et Préjugés du point de vue de Monsieur Darcy, voilà, vous pouvez avec ces 3 livres-là. Vraiment, ils se lisent vite. C'est à peu près 300 pages chacun, 350 pages chacun. Donc ça se lit vite. Côté notes, allez, on va dire 4 étoiles, même si c'est... Voilà. Pourquoi 4? Parce que, vu que c'est à peu près les mêmes événements que dans Orgueil et Préjugés, voilà, je trouve ça un peu dommage de faire du copier-coller par rapport à Orgueil et Préjugés dans l'histoire, je veux dire. Mais après, le fait de reprendre selon le point de vue de Monsieur Darcy, je trouve ça original. Et ce qui est bien aussi dans le style, c'est que ça suit, on va dire, la logique de... Enfin, c'est très proche du style de Jane Austen sans pour autant la copier, parce que sinon ce serait du plagiat et c'est mal. Mais du coup, c'est vraiment une trilogie qui est vraiment sympathique. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tous les livres en papier que j'avais. Donc là, les prochains dont je vais vous parler, ça va être sur liseuse. Mais vous inquiétez pas, je vous donnerai la référence quand même, si jamais ça vous intéresse de les lire, évidemment. Alors, un des livres sur liseuse qui m'a marqué ce mois-ci, c'est un témoignage. Et c'est celui de Dominique Farrugia. Il l'a écrit dans les années... je crois que c'était en 2009 ou 2010, je ne sais plus. Et il a écrit un témoignage qui s'appelle « Elle ne m'a jamais quitté ». Et de quoi ça parle? C'est en fait... il parle de sa maladie, et plus précisément de sa sclérose en plaques. Pour ceux qui savent pas ou qui remettent pas tout de suite Dominique Farrugia, c'est un animateur slash réalisateur slash producteur de cinéma français qui a été connu notamment dans les années 90, qui travaillait beaucoup avec Alain Chabat, Chantal Lobby et Bruno Carrette, et qui formait le quatuor humoristique des Nuls sur Canal+. Donc voilà, il a eu une petite carrière dans l'humour avec ça. Mais ensuite, un peu plus tard, ils ont perdu un de leurs membres suite... je crois que c'était du sida, hein, il me semble. C'est Bruno Carrette qui est décédé de cette maladie. Et du coup, en réaction et aussi par son hygiène de vie, certainement, en tout cas, c'est la conclusion que lui-même en tire dans son livre. Et Dominique Farrugia va déclencher une sclérose en plaques. Et en fait, une sclérose en plaques, c'est un peu comme le virus de la varicelle, c'est-à-dire que c'est un virus qu'on a en soi et qui se déclenche, qui peut se déclencher à n'importe quel moment, et qui peut être vraiment très handicapant dans la vie de tous les jours. Et après, je m'y connais très mal, je ne suis pas médecin, mais d'après ce que j'ai compris dans son témoignage, c'est une maladie qui fonctionne par poussée, c'est-à-dire que c'est des crises de douleur ou de paralysie, ça dépend des stades. Mais dans le cas en tout cas de Dominique Farrugia, lui, ça a été vraiment
un bouleversement dans sa vie incroyable. Et ce que j'ai bien aimé dans son livre, c'est que il en parle vraiment sans tabou. Il épargne pas le lecteur sur voilà, la difficulté que ça représente de se réveiller le matin avec voilà, des capacités amoindries, on va dire. Et d'autant que lui, en plus, elle s'est déclenchée vraiment quand il était très jeune. Il avait 28 ans quand ça a démarré. Donc voilà, il a vraiment... en fait, il a vraiment eu une progression dans l'installation de la maladie dans son quotidien. Et du coup, il prend vraiment le temps dans ce livre de vraiment décrire les étapes de l'évolution de la maladie, mais sans pour autant virer on va dire dans le pathos. C'est pas non plus, voilà, il évoque à quel point c'est difficile, mais voilà, c'est pas larmoyant non plus, on va dire. Et ce que j'ai bien aimé aussi, surtout, c'est qu'à la fin du livre, on va dire dans les dernières pages, pardon, je tape dans le micro. Dans les dernières pages, il prend le temps parce que aujourd'hui, il n'est plus en capacité de marcher, donc il se déplace en fauteuil roulant. Et dans les dernières pages de son livre, il prend le temps de dire, voilà, en tant que personne à mobilité réduite, il y a plusieurs choses qu'on ne peut plus faire maintenant. Et je vais lister toutes les choses qu'une personne handicapée n'est pas plus ou très peu en capacité de faire. Et les améliorations qu'on pourrait apporter, qui peuvent être toutes simples, pourvu que les pouvoirs publics s'en donnent les moyens, comme on dit. Après, je dirais que c'est le seul moment où ce livre se permet d'être un peu militant, et on va dire que c'est tout à fait légitime de sa part de prendre la parole sur ce sujet, parce que l'accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite, c'est un sujet ô combien important, qui a connu quand même des progrès depuis les lois sur le handicap, tout ça en 2005, il me semble. Il y a eu des progrès, mais voilà, il y a encore du chemin à faire. Donc voilà, par exemple, il donne comme exemple le métro parisien, qui a seulement, je crois, 9 stations d'adaptées au fauteuil roulant, et beaucoup d'ascenseurs en panne. Il y a aussi des lieux de culture qui ne sont pas accessibles. Il y a aussi un truc tout bête, mais par exemple un distributeur automatique de billets, c'est trop haut, par exemple. Et c'est plein de choses comme ça que Dominique Farrugia pointe dans son livre. Donc c'est vraiment un ouvrage que je vous conseille, parce que voilà, ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur cette maladie en particulier, parce que c'est une maladie qu'on connaît encore très peu, même si il y a eu quand même des progrès de fait dans la médecine, semble-t-il, et aussi sur le regard apporté au handicap, parce que il explique bien que avant d'être handicapé lui-même, il n'avait pas ce recul de se poser la question de comment l'existence d'une personne handicapée peut être chamboulée par la vie et par ce qu'ils subissent. Et du coup, comme il le dit lui-même, il s'est pris la réalité en plein dans la tronche. Voilà, quand ça a dû lui arriver, quand il a dû lui-même faire face à sa maladie. Voilà. Et à côté de ça, bien sûr, il garde son humour en revenant sur sa carrière, que ce soit
Les Nuls, donc La Cité de la Peur, tout ça. Mais aussi après, quand il est devenu producteur de films, et qu'il est encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Côté des notes, bah moi généralement je mets pas de mauvaises notes, hein. C'est vraiment très rare que je mette une mauvaise note. Il y a que un livre ce mois-ci où j'ai mis une mauvaise note. Mais on y viendra plus tard. On le garde pour la fin de l'épisode, pour le suspense. Mais oui, le livre de Dominique Farrugias, je vous le conseille. Donc il s'appelle Elle ne m'a jamais quitté. Donc si jamais vous voulez noter la référence. Si jamais vous voulez le lire de votre côté. Voilà, donc on va passer au livre suivant, sauf si vous avez des remarques, des suggestions, des choses. N'hésitez pas, hein, c'est là pour ça. Alors ensuite, c'était quoi le prochain déjà? Ah bah je crois qu'on va arriver en fait plus vite que je ne pensais Je fais pareil, je garde le site magique pour la fin. Ah super Eléva. Super. On est toutes les deux dans le suspense. Donc du coup, le dernier livre que j'ai lu, c'est encore un livre sur liseuse. Et c'est un livre classique, mais que j'ai eu du mal à lire. Parce que, je connaissais son adaptation au cinéma. C'est grâce à ça que j'en ai entendu parler. Mais du coup, quand il a fallu passer au roman, j'ai vraiment eu du mal parce que c'est un roman, je veux pas dire ancien, parce que c'est pas non plus très très vieux, mais le vocabulaire est quand même un peu vieillot. Et en plus, c'est un livre qui a mauvaise presse dans le sens où je pense qu'il a traumatisé pas mal d'écoliers. Je sais que ça a été le cas de mon frère, par exemple, qui a dû le lire quand il était, je crois, au lycée ou au collège, je ne sais plus. Mais il s'agit de Vipère au point, d'Hervé Bazin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous l'avez déjà vu ou lu. Je sais que côté adaptation, il est très célèbre parce qu'en fait, c'est Catherine Fro qui joue le rôle principal de la mère abusive qui s'appelle Folcoche dans le livre et dans l'histoire. Et c'est basé sur le vécu vrai de l'auteur, donc Hervé Bazin, qui vraisemblablement a vécu une enfance très difficile, avec une mère vraiment abusive et autoritaire dans les années 1950. C'est écrit dans les années 1950, je crois. Donc après, je ne sais pas. Je dirais que c'est dans les années 30 que c'est écrit. Il faudrait que je revérifie, mais je crois. Et du coup, donc on a vraiment le portrait de cette mère qui tyrannise ses enfants, vraiment. Ils sont trois enfants. Donc lui, Hervé Bazin, dans le livre, il se fait appeler Jean, Brasse-Bouillon, parce que c'est un surnom qu'il a dans sa famille. Et on comprend vraiment que lui et ses frères ont vécu un enfer, tout simplement. Parce que leur mère, c'était vraiment quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de très violent. On comprend plus tard dans le livre que elle a fait ça par mimétisme, parce qu'elle, c'est ce qu'elle a connu aussi. Mais bien sûr, ça n'excuse rien du tout. Et voilà, on a vraiment ce récit d'un enfant qui s'est construit sur la peur et surtout la haine de sa mère. Mais vraiment dans le livre, on a vraiment ce culte de la haine vis-à-vis de sa mère, où vraiment il lui déclare une guerre. Et c'est vraiment... les mots sont très très forts. Quand il parle de sa mère, c'est
c'est vraiment pas en des termes élogieux. Et donc, le roman se passe quand il a... lui, il doit avoir... enfin, 13 au début du livre et 15 à la fin. Et le roman finit sur le fait que Jean quitte la maison et part au collège. Et du coup, s'éloigne un peu de l'emprise de cette mère. Voilà, et ça a été vraiment je crois que c'est le roman le plus connu de la carrière d'Hervé Bazin. Parce que je pense que le succès s'explique par le fait que c'était que ça représente vraiment l'époque et la manière dont on traitait les enfants à cette époque. Bon, heureusement, enfin, il paraîtrait, avec le recul, qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de choses présentes dans ce roman sont un peu, même beaucoup, exagérées pour la littérature. Donc après, seul Hervé Bazin sait dans quelle mesure il a fantasmé la chose. Mais voilà, ça parle en tout cas de parents abusifs et violents. Enfin, en tout cas de sa mère. Parce que leur père s'effaçait devant cette mère très autoritaire et très violente. Donc je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà lu ou vu. D'ailleurs, le film, je sais que le jeune acteur qui joue Jean, après, on l'a vu dans beaucoup de films. Il a eu une grande carrière étant enfant. Il a fait pas mal de films. Catherine Fro, on la présente plus. Elle a vraiment une grande carrière à son actif. Par exemple, dans le film Marguerite, où elle parle d'une chanteuse américaine qui était persuadée de bien chanter et qui en fait chantait très mal. Voilà. Donc, Vipère au point, j'ai eu du mal à le lire parce que le vocabulaire est très vieillot. Lui, il y a longtemps, vu le film aussi. Oui, le film, je crois que c'est 2004 ou 2005, il me semble. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi l'un des derniers de Jacques Villeray. C'est lui qui interprète le rôle du père. Donc voilà. Mais donc côté Hervé Bazin, enfin côté roman, donc j'ai vraiment eu du mal à le lire parce que le vocabulaire est un peu désuet et il y a beaucoup de digressions dans le sens où on nous raconte le quotidien avec sa mère et ensuite il nous fait par exemple 3 pages de digression sur la manière dont son père s'occupe de ses mouches et de ses collections d'insectes, mais pendant 3 pages. Et après, quand on revient au récit de base, on ne sait plus de quoi il parlait avant. Voilà, donc moi c'est comme ça que je l'ai vécu, mais je veux surtout pas vous empêcher de profiter de cette lecture parce que je pense que il faut quand même essayer de le lire parce que voilà, c'est quand même on va dire que ça se lit quoi, mais c'est pas, je dirais que c'est pas le roman le plus agréable que j'ai lu ce mois-ci. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, enfin c'est ce mois-ci que j'ai découvert que Vipère au point avait une suite. Je sais pas si je vous l'apprends à vous aussi, mais sachez que Hervé Bazin a fait une saga des aventures de Jean Brasse-Bouillon et de sa mère et de sa famille. Les 2 autres tomes, donc le premier, le deuxième, qui est le premier de la suite, s'appelle La mort du petit cheval, et le deuxième s'appelle Le cri de la chouette. Alors honnêtement, j'ai essayé de les lire,
Mais en fait, le problème, c'est que on retrouve les mêmes problèmes que dans Vipère au point, mais en plus, les 2 tomes sont, on va dire, 2 fois plus longs que le premier. Donc, je vous avoue que là, ça a été mon premier forfait 2026. J'ai abandonné au bout de, allez, on va dire 200 pages. Sur 1500, je trouve que voilà, j'ai quand même tenu longtemps. Mais voilà, moi personnellement, j'ai pas réussi à tenir jusqu'au bout. Mais je vous encourage quand même à essayer de creuser. Bien que s'il y a les mêmes écueils que dans Vipère au point, et si vous aussi le langage un peu vieillot, des fois ça vous freine dans les livres, malheureusement, je pense que ce ne sera pas votre meilleure lecture. Mais voilà, rien ne vous empêche de le lire de votre côté. Voilà, alors je crois qu'on a fait le tour déjà. Oh, dis donc, j'ai fait vite. Ou alors j'en ai oublié un peut-être. Oh, c'est possible. Vous me direz. Tellement je parle et tellement j'évoque des choses. Alors, hop. Je regarde ma petite feuille. Ah bah non, j'ai fait le tour. Bah écoutez. Bah, après, on peut parler aussi de ce que vous lisez, vous. Qu'est-ce que vous lisez, vous, en ce moment? Donnez-moi un petit peu des pistes de choses que je connais pas ou que je connais aussi. C'est là aussi pour ça. Hein. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, côté liseuse, ce qui est bien aussi, c'est que on peut en mettre beaucoup dessus. Le triomphe et la chute des dinosaures. Oh, d'accord, elle est marrant. Qu'est-ce que c'est? C'est un roman? C'est une BD? Qu'est-ce que c'est? Et c'est de qui, surtout? Ou alors c'est deux livres en un message, peut-être. Après, moi, je sais que côté auteur, c'est vrai que j'essaie d'être éclectique. Vulgarisation scientifique de Steve Bruzat. D'accord, je connais pas du tout. D'accord. Ah, t'aimes bien la vulgarisation scientifique alors? Moi, c'est moins mon cas. Moi, je sais que j'aime bien les témoignages, un peu comme Elle ne m'a jamais quitté. Je sais que j'aime bien ce genre de livre. Par exemple, un livre qui est sur ma... Enfin, un classique qui est sur ma pile à lire depuis un bon moment, dont je connais que des extraits. Je lis un peu de tout. Ah bah oui, comme moi et les parents. Du coup, un livre qui est en ce moment sur ma mémoire d'un expert psychiatre, un suspense incroyable, différent de tous les trailers que j'ai déjà lus. Ah, bah je crois que je l'ai vu passer sur Babelio il n'y a pas longtemps, parce que oui, Babelio fait des suggestions personnalisées en fonction de ce qu'on lit, et je crois que je l'ai vu passer il y a quelques temps. Ouais, il est bien alors. Enfin, ça a l'air... c'est sympa. Parce que c'est vrai que les thrillers, moi c'est pareil. Là, bah du coup, vu que j'ai aimé le Chatham, ça m'a donné envie du coup de les redécouvrir et vraiment de me lancer dans son univers. Parce que vu que j'ai eu du mal à lâcher 8,2 secondes, eh ben, je me dis que ça peut peut-être faire la même chose avec le reste des Chatham. Et sachant que je suis un peu à la traîne parce qu'il en a écrit pas mal quand même. Bon après, encore une fois, il est jamais trop tard. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, difficile de lâcher. Ah, difficile à lâcher, bah c'est bien. C'est bien. Bah moi, le livre que j'ai de dire le titre depuis tout à l'heure, c'est le journal d'Anne Frank. Je connais, j'ai vu, enfin je connais beaucoup d'extraits, mais j'ai encore jamais réussi à le lire entier parce que voilà, c'est vraiment très compliqué parce que elle a des réflexions des fois qui sont
en fait, qui brise le cœur parce que quand on connaît son destin tragique, et ben, ça fait mal au cœur de voir d'un côté, ça fait mal au cœur et d'un côté, ça fait sourire que elle faisait des projets d'avenir, qu'elle pensait à ce qu'elle ferait une fois que la guerre sera terminée, etc. Et donc, ça fait que j'ai jamais pu le lire en entier. Donc, voilà. Mais vous voyez le genre de livre que je suis plus habituée à lire. Oui, vous allez me dire, ça respire pas trop la joie de vivre. mais, ou sinon, je lis aussi beaucoup de romances, un petit peu comme Orgueil et Préjugés. C'est vrai que j'aime bien de temps en temps avoir besoin de rêver un peu au prince charmant et à l'amour facile. Euh, Après, il y a tellement de livres et tellement d'auteurs possibles. C'est pour ça que je me dis que cette émission, elle va être tellement source de discussion avec vous. C'est pour ça que j'avais hâte de la faire. C'est que il y a tellement de possibilités de lecture et d'abandon aussi parce qu'il faut pas avoir peur de. Il faut pas avoir honte d'abandonner un livre hein, quand on s'ennuie devant. Pareil, tiens, je crois que... il y a un film sur Anne Frank en ce moment sur Netflix. Ah, bah je l'ai pas vu passer. Pourtant, tous ces films-là, d'habitude, j'accroche assez. Mais c'est sur Anne Frank en particulier. Enfin, ça parle de son journal, tout ça, parce que je sais qu'il y avait eu un téléfilm qui était inspiré de son journal et qui du coup racontait... refais-en une la semaine prochaine au pire. Live livre. Refais-en une la semaine prochaine. Ah, d'émission. Ah bah. Oui, c'est une histoire. Ah bah. Ah oui, d'accord. Ah bah, tu vois, je connais pas. Ah, tu voudrais que j'en refasse encore une émission livre la semaine prochaine? Ah bah, il est marrant. J'avais prévu tous les mois pour me laisser le temps de lire les livres que je lis. Mais après, ce que je pourrais faire, c'est toutes les semaines, je vous... En ouverture de live, ce que je pourrais faire, c'est vous conseiller 5 livres, par exemple. Comme ça fait pas tout un live, mais c'est un bon début. C'est 5 recommandations en début de live. Comme ça, au pire, toutes les 2 semaines. Cette négociation. Bon, bah écoute, j'y réfléchis les parents. J'y réfléchis, ce sera dans les tuyaux. Mais en vrai, ce sera avec plaisir. Mais j'aime bien aussi parler de plein d'autres choses que les livres. Par exemple, là, aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, hier, j'ai vu un très beau film, un très bon film. Du coup, je vais pas vous en parler ici parce que ce n'est pas le sujet. Mais voilà, j'aime bien aussi parler de films. Une semaine film, une semaine bouquin. Ah ben oui, mais il faut bien laisser un petit peu tout se faire. Mais oui, bien sûr, c'est ce qui est prévu. Donc après, pour revenir au livre, il y a tellement de possibilités. D'ailleurs, est-ce que je vous ai mis une note pour le dernier? Le dernier dont je vous parlais, c'était... c'était quoi déjà? C'était Vipère au point. Est-ce que je vous ai dit une note? C'était 2 étoiles, je crois que j'ai mis. Je crois que c'est la seule mauvaise note que j'ai mis. Selon moi, mauvais, c'est à partir de... on va dire que bon, c'est à partir de 3 étoiles. Après, j'aime pas noter, j'aime pas les notes. Donc je me dis que les étoiles, ça fait moins mal que les notes sur 20 ou sur 10. Autre proposition, une semaine film, une semaine bouquin. Une semaine, on parle de film et bouquin. Aïe, 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 ça va faire beaucoup de choses à parler, ça. Je vais me retrouver avec des lives de 4 heures. Après, pourquoi pas, hein, mais... Après, il faut avoir de l'endurance, quoi. Après, pourquoi pas.
quand on aura vraiment commencé à vraiment bien se connaître, on fera des lives de 4-5 heures. Des marathons comme ça. Non, mais plus sérieusement, là, ça va être un petit peu... En fait, les lives, je les fais au fur et à mesure de ce que je découvre et de ce qui me plaît. Là, par exemple, les livres que j'ai lus ce mois-ci, j'avais envie de vous en parler parce que voilà, c'est des livres qui m'ont marqué dans le bon sens comme le mauvais. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, de vous faire connaître des livres si jamais vous les connaissiez pas et que ça amène une discussion. Voilà. Mais après, encore une fois, j'aime beaucoup aussi le cinéma. Là, hier, j'ai vu le film Gourou avec Pierre Ninet qui est super. Je vous en parlerai dans un autre épisode quand il sera sorti depuis longtemps et que plus de monde l'aura vu, parce que là, il sortait aujourd'hui. Mais du coup, j'attends un peu qu'il ait été vu pour qu'on puisse en parler et que je puisse en parler sans vous spoiler. Parce que c'est vraiment un film super. Bref, je m'égare. Mais du coup, ouais, les lives. Un live sur les livres, Doudou. Ce qu'on peut... Ah oui, très bonne idée, Sandrine. J'en parlais d'ailleurs, les livres Doudou font partie de mes livres Doudou, Le Petit Prince, dont je vous avais parlé dans mon live, là, juste avant les vacances de Noël. Ça fait partie de mes livres Doudou. Après, les livres Doudou, c'est sûr que on les connaît par cœur à force. Moi, ça me fait ça aussi. Après, je les considérerais plus comme des livres doudou parce que j'ai grandi avec, pas parce que je les connais par cœur. J'avais commencé à le lire d'ailleurs. Ah Bah oui. Bah oui, à le relire encore. C'était Harry Potter. C'est Harry Potter, moi, que je considère comme un livre doudou parce que j'ai grandi avec cette saga. J'ai pas avec les livres, mais si, j'ai grandi avec les livres, mais quand les livres ont commencé, moi j'étais déjà un peu plus vieille, et en fait j'ai grandi en parallèle des livres et des films. Quand j'ai commencé à vraiment lire toute seule, est-ce que j'ai déjà lu? Je crois que j'ai commencé à lire toute seule à partir du 4e. Donc La Coupe de Feu, il me semble. Et avant, c'était ma maman qui me les lisait quand j'étais le soir petite. Mais voilà, ça fait aussi partie de mes livres doudou. Même si c'est pas des livres que je connais par cœur parce qu'ils sont quand même très très gros et il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment un univers que j'adore retrouver. Pas une fois par an parce que c'est quand même beaucoup à lire. Mais je les relis toujours avec plaisir. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir venir la série qui vont bientôt sortir là, enfin bientôt, en 2027 je crois, une série qui va se faire sur les livres et ce sera une saison par livre et du coup apparemment ça va vraiment reprendre, ils ont vraiment pour optique de suivre les livres et c'est vrai que c'est vraiment une critique qu'on a fait aux adaptations Harry Potter, c'est que ça, il y avait des aspects des livres qui n'étaient pas du tout repris dans les films et qui du coup nuisaient nuisaient, non, mais manquaient à la compréhension et à l'immersion dans l'univers par rapport aux livres, dans les films, je veux dire. Après, ouais, les livres doudou, c'est vrai que c'est un sujet tellement vaste. Et les livres, ce qui est bien, c'est que y a les descriptions des auteurs, mais il y a aussi tout l'imaginaire qu'on peut se faire derrière. Voilà, une personne peut aimer un livre et la personne d'à côté peut le détester
pour une raison ou pour une autre. Mais j'ai jamais vu, moi personnellement, j'ai jamais détesté un livre. Ça, peut-être traîner des pieds en le lisant, mais détester, non. Enfin, j'ai jamais, j'ai eu du mal à lire. J'ai dû interrompre certaines lectures, mais détester un livre que j'ai lu, c'est très rare. D'où l'intérêt. Oups là. Alors, un live Harry Potter. Ah, mais oui, mais quelle bonne idée, Sandrine. Ça viendra un jour, ça viendra. D'où l'intérêt de voir les films d'abord et lire ensuite les livres. De cette manière, on n'est jamais déçu. Bah, c'est vrai, mais dans le cas d'Harry Potter, malheureusement, dans le cas d'Harry Potter, c'est compliqué de faire, l'un et l'autre. Enfin, c'est compliqué de faire d'abord les films et ensuite les livres, je trouve. Mais oui, pourquoi pas un live Harry Potter, je le note dans les idées à venir. Et ce qui est bien en plus avec Harry Potter, c'est qu'on peut faire et livres et films. Donc j'aurais même pas besoin de faire la guéguerre entre les livres et les films. C'est ça qui est bien. Après, est-ce que vous êtes souvent déçu par les adaptations de films, de livres en film? Moi, j'aime bien généralement les adaptations. C'est rare que je sois déçu, honnêtement. Par exemple, une adaptation que j'aime beaucoup, et pièces de théâtre. Oui, aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai lu en livre, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir malheureusement. Mais c'est vrai que la pièce était très cool. Elle était vraiment très originale. Moi, une adaptation de livre que j'aime beaucoup, c'est le film La Ligne Verte, qui est sorti en 1999 de Frank Darabont, qu'on connaît tous, je pense. C'est dans le couloir de la mort avec des gardes et un homme qui s'appelle John Caffey qui est accusé d'avoir tué des fillettes. Et c'est vraiment une adaptation que j'adore. C'est l'un de mes films préférés que je peux regarder à l'infini, je pense. C'est une adaptation donc de Stephen King qui est pareil, qui a une carrière littéraire énorme à son actif et qui continue d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, là, je suis en train de lire justement un Stephen King. C'est Oui, l'enfant maudit. Oui, c'est ça, c'est le nom de la pièce Harry Potter, effectivement. C'est Harry Potter et l'enfant maudit, me semble. Et donc oui, donc Stephen King fait partie de ces auteurs qui ont été moultement adaptés avec plus ou moins de succès. En ce moment, par exemple, je suis en train de lire Misery. Je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà lu. C'est pareil, Misery, il y a un film très célèbre qui a été fait, je crois, en 85, 86, il me semble. Quelque chose comme ça. Oui, quelquefois, l'adaptation est décevante, mais elle peut aussi sublimer le roman, comme 37 le matin, par exemple. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, 37 le matin, j'ai essayé de lire le livre, mais j'ai pas réussi encore. Donc, il est encore dans ma liste. Il est dans ma liste tentée, mais pas réussi encore. Mais c'est vrai que l'adaptation était très belle, avec Béatrice Dalle et Jean-Yves Anglade. C'est vrai qu'elle était très belle, cette adaptation. Après, encore une fois, tout repose dans l'équilibre qu'on fait entre ce qui est gardé dans l'adaptation et ce qui n'est pas gardé finalement. Parce que il faut pas non plus trahir le livre et ni se reposer
totalement dessus. Enfin voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et c'est tout l'enjeu d'une bonne adaptation. Ah, m'énerve, j'ai mes cheveux qui me manquent. Bon, en tout cas, pour le mois de janvier, c'est tout de mes lectures. Et encore, je trouve qu'il y en a un que je vous ai pas dit parce que il est un peu plus compliqué. C'est encore c'est un autre film, un autre livre de témoignage. Ça s'appelle Promis, ça va aller et c'est de Thomas Goldberg. Thomas Goldberg, je vous en avais parlé dans l'Avent culturel. Il a sorti un premier album de musique qui s'appelle Masque, c'est du rap. Et en fait, à la base, Thomas Goldberg, c'est un enfant acteur. Il a été acteur dans l'une des adaptations de La Guerre des boutons, dont je vous avais parlé aussi d'ailleurs, décidément, tout se recoupe. Et du coup, en fait, il raconte son parcours d'enfant star, qui a été propulsé sur le devant de la scène à 14 ans, et qui, après ce succès, a connu un peu une traversée du désert dans le métier de comédien et dans le cinéma. Et du coup, cette traversée du désert, elle a fait qu'en fait, il a eu une remise en question et une dépression très forte. Et du coup, voilà, une grande remise en question de sa vie, et voilà, de ce qu'il voulait faire, etc. Donc c'est vraiment... C'est pareil, c'est un livre que je vous conseille si jamais les errances comme ça de parcours vous intéressent. En plus, dans le domaine du cinéma, ça a toujours un côté un peu plus intéressant parce que voilà, le cinéma c'est toujours un peu plus attrayant. Mais justement, ce genre de livre, ça permet de se rendre compte que le cinéma, des fois, c'est un monde de requins. Pas que des fois, c'est tout le temps un monde de requins. Et du coup, voilà, bon, là, je vous en ai pas parlé parce que, voilà, je le trouve un peu plus délicat, on va dire, à aborder. Mais rien ne vous empêche de le lire par vous-même. Donc, voilà, c'est Promis, ça va aller de Thomas Goldberg. D'ailleurs, Thomas Goldberg, on l'a vu il y a pas longtemps au mois d'octobre, là, on l'a vu dans la série Des Vivants, qui retraçait les événements du 13 novembre 2015. Il jouait le rôle d'un des otages du Bataclan. Voilà, il était dans cette série. Et personnellement, là-dedans, je trouve qu'il crevait l'écran. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir cette série, je vous la conseille. Je crois pas qu'elle est encore sur France.tv, à vérifier. Mais voilà, pendant un moment, elle était encore sur France.tv, donc à vérifier. Mais en tout cas, là, on arrive à la fin du live. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces livres ou de les redécouvrir. Et t'inquiète pas, Elevaran, je prends en compte ta suggestion de faire plus de livres. Pas de souci. Faut juste que je vois, voilà, pour que ce soit équilibré, que pas toujours parler de livres, pas toujours parler de films. Je vais essayer d'être équilibré, promis. Oui, donc voilà. Écoutez, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une très bonne soirée. Et puis on se dit à mercredi prochain pour un nouveau live tous ensemble. Posé, comme on dit. Allez, des gros bisous à vous. Bonne soirée. Et le chat vient dire au revoir. Hop, tiens. Hop là.